Ce soir pour Psychologie Nouvelle Génération, j'ai le plaisir d'accueillir Violaine Chrétien. Bonsoir Violaine. Bonsoir David. Bienvenue. Alors ce soir, on va faire un voyage assez extraordinaire avec vous parce que vous allez nous accompagner dans votre pratique qui est autour de l'oreille. Tout à fait. Et qui se nomme l'APP, l'audio-psychophonologie. Comment vous avez fait cette découverte de cette méthode ? Alors au départ, moi je suis orthophoniste et l'orthophonie s'occupe d'enfants ayant des difficultés, etc. Et il se trouve que j'écrivais dans un petit journal d'une association que j'avais montée avec des amis et j'ai eu l'occasion de faire une interview. Et j'ai voulu interviewer le professeur Tomatis qui avait donc mis au point cette méthode qui s'appelle donc l'APP, l'audiopsychophonologie. Et quand j'ai pris mon téléphone pour interviewer le professeur Tomatis, on m'a dit « Ah non, c'est pas possible, il faut 6 mois de délai ». Et là, je me suis dit « Mais c'est pas possible, il faut que je rentre mon papier dans un mois ». Et on m'a mis en contact avec une autre orthophoniste qui était donc formée à la méthode et qui faisait la méthode, qui a eu la gentillesse de me recevoir. On a fait une interview qui a duré 3 heures. Et au bout de cette interview, elle m'a proposé de faire un test d'écoute pour moi. Et donc nous avons fait ce fameux test d'écoute qui est interne à la méthode Tomatis. Et elle m'a lu le test d'écoute. Et donc c'est un test qui est quand même un petit peu puissant où on vous dit pas mal de choses sur votre personnalité. Donc j'étais un petit peu blessée et je suis partie avec mes notes et j'ai remis mes notes au propre et le lundi matin, je lui ai relu mon interview et je lui ai dit maintenant comment est-ce que je fais pour corriger tous les défauts dont vous m'avez parlé. Et elle m'a dit venez mettre le casque. Et voilà comment mon aventure a commencé. Donc le lendemain, j'étais à son cabinet, j'ai fait la méthode pour moi et ça a changé énormément de choses. Déjà, ça a changé ma voix. C'est-à-dire que mes amis ne me laissaient plus de messages sur mon répondeur parce que ne me reconnaissaient plus. Ça a changé beaucoup de choses au niveau des rapports avec ma mère et donc, pas mal de choses dans ma vie de tous les jours. Donc je me suis dit, bon, c'est intéressant, voyons voir ce que ça va donner avec les enfants. Et à l'époque, j'avais un cabinet dans le 7e arrondissement. J'ai donc envoyé les enfants que je traînais en orthophonie classique depuis 1 an et je me suis dit, on va tester. Et ils ont tous démarré en flèche. Au niveau scolarité, ils ont eu des résultats, ça allait mieux avec les parents. Enfin, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, j'avais mon cabinet, je n'avais pas forcément les moyens de refaire des études. Et j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont dit, on te suit. Et donc, j'ai repris des études et j'ai fait 2 ans d'études pour apprendre cette fameuse méthode. Et puis, de fil en aiguille, je me suis associée avec cette personne qui m'avait gentiment accueillie pour faire cette interview. Et voilà comment a commencé mon aventure Tomatis. Alors avant justement d'aller vers la méthode et de nous expliquer comment ça fonctionne, qui était Alfred Tomatis ? Alors Alfred Tomatis était médecin ORL. Il est décédé aujourd'hui depuis 20 ans. C'est un médecin qui a commencé à travailler dans l'aéronautique. Enfin, au départ, il est fils de chanteur. Donc il connaissait bien les chanteurs. Et en tant qu'ORL, son père lui a envoyé des copains qui avaient des problèmes de voix. Et donc, il a fait des traitements comme tous les ORL pouvaient faire. Et il travaillait aussi en parallèle dans l'aéronautique. Et donc, l'ORL, son outil de travail, c'est l'audiogramme. Donc, il passait des audiogrammes à ces personnes et il se rendait compte que, en fait, la courbe était abîmée. La courbe auditive était abîmée parce que ces personnes travaillant dans le bruit avaient lésé leur oreille. Et il a eu l'idée absolument géniale, il s'est rendu compte qu'en fait l'oreille était très en lien avec la voix, et que la voix ne pouvait reproduire que si l'oreille écoutait correctement. Voilà, et ces recherches sont parties de là. Donc l'effet Tomatis, c'est ça. C'est ça. Et justement, Violaine, qu'est-ce qui permet de différencier la courbe chez un ORL oui. et ce que vous faites vous Alors, avec l'audiogramme. Donc l'audiogramme est un test médical, c'est un test qui permet de savoir si la personne entend bien. Et le test d'écoute est fait avec les mêmes machines, mais on va le lire différemment et on va tester d'autres choses. On va tester effectivement le seuil d'écoute, c'est-à-dire si la personne a oui ou non une surdité, ça effectivement on peut le voir, mais on va surtout tester ce qu'on appelle la sélectivité, c'est-à-dire si une personne est capable de distinguer un son aigu d'un son grave.
On va tester la latéralité auditive, avec quelle oreille la personne entend le langage, écoute le langage. On va tester la spatialisation, si la personne est capable de se repérer dans l'espace par rapport au son. Donc c'est les quatre choses qu'on va vraiment observer dans le fameux test d'écoute. Donc c'est les 4 critères dans ce test d'écoute qui vous permettent d'aller dans quelque chose de beaucoup plus... De déterminer. Voilà, comment la personne va écouter, comment elle va utiliser son oreille pour communiquer, pour la vie de tous les jours. Alors justement, entendre, écouter, je crois que vous différenciez les deux. Oui, c'est effectivement, on peut très bien entendre sans rien écouter. C'est ça. Et pour en revenir aux enfants, donc quand on a des enfants en orthophonie qu'on traîne pendant des années, très souvent en fait ils ont un problème d'écoute, c'est-à-dire qu'ils entendent bien, mais ils ont une sélectivité fermée. Ils sont incapables de distinguer si un son est plus aigu ou plus grave qu'un autre. Donc à partir du moment où ils sont dans un flou artistique, c'est un peu comme Tomatis disait, c'est comme quand ils écoutent le langage, ils reçoivent un saut de mots sur la tête et il faut qu'ils fassent l'effort pour les remettre dans l'ordre. C'est juste impossible. Donc tant qu'on n'a pas travaillé sur la sélectivité, on ne peut pas rééduquer un enfant en orthophonie classique. Donc l'outil Tomatis, il est intéressant à utiliser avant de faire de l'orthophonie classique pour que l'orthophonie classique aille plus vite. Alors comment ça fonctionne une séance chez vous avec cet outil? Comment vous procédez? Alors déjà, donc quand un enfant vient me voir, je reçois avec ses 2 parents. C'est seulement avec les enfants ou avec les adultes? Ça peut, alors c'est de 4 ans, je dis de 4 ans à 90 ans, parce qu'avant 4 ans, les enfants me mordent, donc ils n'aiment pas avoir un casque sur les oreilles. Donc alors je dis ça, mais c'est pour rire, parce qu'on peut très bien utiliser avec des bébés. À ce moment-là, la maman a l'enfant sur elle et on peut utiliser pour un enfant, par exemple, qui a un syndrome de Down, donc une trisomie, on va l'aider à ce que le développement se fasse plus facilement et à ce moment-là, on lui mettra un casque sur les oreilles tout petit. Donc, mais en général, c'est au moment vers 4 ans. Vers 4 ans et après jusqu'à 90 ans sans problème. Donc c'est une écoute, il y a un casque, comment ça se donc, passe? Oui, donc en premier, alors l'enfant vient avec ses parents, on fait un bilan. Donc avec ce test d'écoute, avec différents tests, avec un bilan orthophonique, avec un bilan psychologique. Et après, on lit ensemble ce test d'écoute et en fonction des difficultés de l'enfant, je montre pourquoi est-ce qu'il a telle et telle difficulté et je propose un programme de rééducation. Et la rééducation se fait donc avec la maman en premier, donc en stage intensif. L'enfant vient pour des séances de 2 heures ou 3 heures d'affilée, pendant 10 jours, généralement c'est pendant les vacances scolaires. Donc ça, c'est intense. C'est très intense, c'est vraiment un training auditif. Donc c'est un training auditif, oui. Pour et donc réparer. Ils ont un casque pour réparer en fait une oreille qui dysfonctionne. Et quelles sont les pathologies ou quelles sont les difficultés qu'amènent vos patients? Alors si c'est un enfant, souvent ça peut être des retards de parole-langage, ça peut être des dyslexies, ça peut être des problèmes de calcul, ça peut être des bégaiements, ça peut être des dysphonies, donc des problèmes de placement de voix, essentiellement chez les enfants. Après, chez les adultes, ça peut être des soucis, des gens qui sont en thérapie, qui ont besoin d'avancer plus vite, des gens qui sont fatigués, des gens qui sont dépressifs, des gens qui ont besoin d'avoir une meilleure voix. Chez les adultes, on en a pas mal, dans le sens où, par exemple, des professeurs qui ont du mal à placer leur voix. Une voix d'un professeur est extrêmement importante pour un enfant. Un professeur qui crie casse les oreilles des enfants. Donc il faut vraiment qu'une voix soit bien placée. Et un professeur qui a une voix qui est mal placée a très souvent des aphonies. Donc ça, on a besoin effectivement de rééduquer la voix en passant par l'oreille. Donc vous retraitez, vous réparez ce qui a besoin d'être réparé grâce à ce training auditif. Qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez des voix, vous utilisez... Oui, tout à fait. Alors il y a des supports bien précis. Essentiellement, on utilise la musique de Mozart. Mozart. Parce que Mozart était d'abord un compositeur qui est mort extrêmement jeune, donc il n'a pas eu le temps d'avoir une oreille abîmée par l'âge. C'est un compositeur qui a été porté par une maman qui était aussi pianiste. Donc il a été baigné dans la musique depuis tout petit. Et c'est un jeune homme qui était tachycardique. Donc sa musique est dynamisante. Donc on utilise la musique de Mozart pour cette raison-là. Et c'est le seul, parce qu'il y a eu plusieurs, donc Tomatis a fait beaucoup de recherches avec les différents compositeurs qu'il avait, et c'est le seul qui utilise un maximum de sons aigus, parce qu'il utilise beaucoup les violons, l'harpe,
Voilà, donc vous êtes en train de nous dire que la musique de Mozart est dynamisante. Et répare. Et répare, et quelle que soit la langue qu'on puisse parler, etc. Donc il y a Mozart, quoi Donc il y a Mozart. Alors, en général, on termine une séance de training auditif avec du chant grégorien pour ramener la personne dans son corps, de façon à ce qu'elle puisse vraiment être bien dans son corps avant de repartir dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire dans l'ancrage, le chant grégorien? Oui, plutôt ça dans permet. l'ancrage. Oui, parce que c'est vraiment quelque chose qui est plus grave, c'est quelque chose qui permet de redescendre dans le corps. Et puis sinon, on utilise évidemment la voix maternelle. Alors, la voix maternelle, ça c'est extraordinaire. Extrêmement important. Ça, c'est une découverte de Tomatis qui est absolument géniale. C'est que, en fait, l'enfant, quand il arrive, on a tendance à ne pas parler de la conception, mais le langage commence à se créer dès la conception. Donc, une maman parle à son enfant quand il est dans son ventre, elle se caresse le ventre, enfin voilà, il y a plein de choses. Et le lien mère-enfant se fait dès la conception et in utero. L'oreille est terminée à 5 mois et demi de grossesse. C'est un des premiers organes à être terminé, et après il va se myéliniser, et donc pour être fonctionnel quand l'enfant va pouvoir naître. Donc on utilise la voix maternelle on prend le Petit Prince. Vous prenez le Petit Prince, oui, toujours. Alors on a sélectionné bien évidemment des chapitres qui sont plus ou moins chargés au niveau affectif, et on demande à la maman de faire une lecture de ce Petit Prince avec tout le cœur qu'une maman peut mettre, comme si elle faisait un cadeau à son enfant. Et une fois qu'on a cet enregistrement, on va le moduler, on va le filtrer pour reproduire ce que l'enfant entend in utero. Et on va garder que les aigus. C'est-à-dire qu'il entend l'histoire du Petit Prince complètement transformée. En fait, on s'adresse complètement à l'inconscient, c'est-à-dire que c'est complètement inaudible au niveau du sens. Pourquoi le transformer comme ça et ne garder que les aigus? Tout simplement parce que l'enfant est dans le liquide amniotique, le bébé, le fœtus. Donc, à partir du moment où il est dans le liquide amniotique, il va y avoir un filtrage. Et ce filtrage, pour donner une idée, je dis souvent aux enfants, ça ressemble à du Canal+ sans décodeur, donc la chaîne numéro 4, donc ça fait un espèce de... Et donc ce bruit va permettre un revécu intra-utérin. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où l'enfant est sous voix maternelle, j'ai dans mon cabinet une petite pièce qui est comme une alcôve, et l'enfant très souvent va se mettre en fœtus et va dormir sous les couvertures et pour écouter cette voix. Et ce travail va vraiment permettre de retrouver du bon miel, de retrouver cet espace, je dirais en général, où on est nourri, logé, blanchi, où il y a vraiment qui est un espace d'amour. Et quand la grossesse est bien passée, c'est vraiment un cadeau que la maman peut faire à son enfant. Et alors comment vous faites, je me pose la question, avec par exemple des enfants qui sont adoptés, qui n'ont pas la chance d'avoir cette voix maternelle biologique, comment vous faites dans ces cas-là? Alors, au départ, Tomatis disait on n'a pas de voix maternelle, on se débrouille avec la musique, on n'a pas d'autre choix. Il se trouve que, avec l'expérience, parce que maintenant ça fait 30 ans que je fais ce métier, et 30 ans que j'utilise la méthode Tomatis, et j'ai eu un jour un enfant que j'avais en séance, et on en était à 3 ou 4 sessions, et il ne bougeait pas. Et un jour, cet enfant est venu me voir en me disant « Mais moi, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas Canal+. » Donc cette fameuse voix que les autres enfants avaient, puisqu'ils avaient leur maman qui était filtrée, donc la voix filtrée. Hein. Oh, exactement. Et je lui ai dit « Mais tu sais bien pourquoi ?» Elle me dit « Oui, parce que ma maman est morte. » Et je lui ai dit « Ben oui, on n'a pas la voix de ta maman. » Et il m'a montré sa maman adoptante. Il m'a dit « Mais ma maman, c'est elle. » Et là, je me suis autorisée à enregistrer la voix de cette maman qui avait adopté cet enfant très tôt, parce que cet enfant était arrivé dans son foyer, il avait 3 mois. Et l'enfant a démarré aussi en flèche. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit « Bon, j'utiliserai les voix maternelles adoptantes. » Évidemment, on ne peut pas utiliser une voix maternelle adoptante pour faire ce qu'on appelle l'accouchement sonique. Alors, oui, il y a 2 sessions minimum dans ce travail avec un enfant. Une première session où l'enfant va être donc avec un casque sur les oreilles et une machine qui va donc travailler au niveau de son oreille, et il va utiliser on va utiliser la voix maternelle filtrée. Et lors de la 2e session, qui a lieu 1 mois après, et où là c'est le père qui accompagne l'enfant, on va avoir la phase de langage
puisque le langage c'est le père, la voix c'est la maman qui donne le rythme, etc. Et le langage c'est le papa qui en est responsable. Et le père donne la semence et va donc être responsable de la sémantique. Donc on va mettre l'enfant sous casque et là on va petit à petit défiltrer la voix maternelle. Et en défiltrant la voix maternelle, on reproduit en fait comme un accouchement, puisque l'enfant passe d'un liquide amniotique, donc d'un milieu amniotique, donc d'un milieu liquidien à un milieu aérien. Donc petit à petit, son oreille perd l'eau et à ce moment-là, il entend une voix à peu près audible. Enfin, je dis à peu près audible parce que l'enfant en fait va mettre 11 années à avoir une oreille avec toutes les octaves ouvertes. Hein. C'est pour ça que normalement, on apprend la langue étrangère à partir de la 6e. Donc cet enfant a récupéré, là, l'enfant adopté. Donc cet enfant, en fait, donc, il n'a pas eu cet accouchement sonique. On a fait l'accouchement sonique avec la musique, ce qu'on fait éventuellement avec les adultes, parce qu'avec les adultes, en général, on ne travaille pas avec les voix maternelles. Et avec ce système, il a réussi à retrouver une vie scolaire normale, des apprentissages qui se passaient bien, dormant correctement, enfin voilà, un enfant qui allait bien. Donc j'ai entendu là tout à l'heure que ça pouvait aussi être utilisé pour les langues étrangères, c'est-à-dire dans l'acquisition des langues étrangères. Oui. Alors effectivement, parce que chaque langue en fait a une bande de fréquence. Et nous, en France, on a une bande de fréquence qui est extrêmement étroite, entre 1000 et 3000 Hz, et préférentiellement entre 1000 et 2000 Hz, c'est vraiment notre zone de confort. C'est pour ça qu'on est assez nul dans les langues étrangères. Les meilleurs sont tous les Slaves, qui ont une bande de fréquence extrêmement étendue, et qui du coup peuvent apprendre des langues très très facilement. Donc on peut, quand une personne a besoin par exemple d'apprendre l'anglais, on va lui faire un milieu anglophone, c'est-à-dire qu'on va utiliser encore le Petit Prince, c'est toujours le même support, hein, quand on a besoin d'utiliser une langue, on va toujours prendre le Petit Prince, mais qu'on va utiliser dans la langue anglaise. Okay. Et donc la personne va avoir un casque sur les oreilles, et on va lui passer du Petit Prince en anglais filtré. Sans la voix maternelle. Sans la voix maternelle, puisque là on travaille donc pour l'anglais, on va travailler pour toutes les langues. Et donc première phase passive, il écoute uniquement donc l'anglais filtré. Deuxième phase, on va travailler avec de la répétition de mots, avec de la lecture à haute voix, avec différents modules comme ça pour je dirais, travailler l'accent à proprement parler. Et donc vous avez remarqué des progrès, on remarque des progrès au niveau de la langue étrangère, au niveau de l'acquisition. Il y a vraiment d'abord une envie peut-être d'écouter la BBC ou des choses comme ça, une envie d'aller vers la langue, alors que très souvent les Français ont beaucoup de mal avec l'anglais. Et là, il y a comme tout d'un coup une envie. Et alors ça ne va pas dispenser de prendre des cours de grammaire, hein, mais ça ouvre l'oreille à la langue anglaise et à ce moment-là, la personne se met à l'anglais. Hein. J'ai eu pas mal de personnes qui, dans leur travail, sont coincées parce qu'elles ne parlent pas anglais et que, sans parler anglais, aujourd'hui, c'est compliqué. Et vraiment, ça marche bien. Donc, en entendant, en récupérant tout ce que vous faites là au niveau du casque et de ce que vous passez, hein, de cette bande passante avec la voix, on récupère. Je crois que c'était important ça pour Tomatis qui disait que finalement il y a beaucoup de choses qui peuvent se récupérer, tout à fait, peuvent se réparer. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'en fait il n'y a pas d'âge pour pouvoir réparer. Et ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se fait ce cadeau de venir mettre le casque sur les oreilles, on a automatiquement des choses qui vont aller mieux, et ça joue à beaucoup de niveaux. Alors, il y a une chose qui est aussi très importante, c'est que on parle beaucoup en ce moment du nerf pneumogastrique, qui est le nerf vague, le nerf vague qui va irriguer beaucoup d'organes dans le corps et qui va avoir un impact beaucoup sur les intestins. Il se trouve que ce nerf vague, en fait, est stimulé par le travail qu'on va faire au niveau auditif. Parce qu'en ayant le casque sur les oreilles, on travaille sur la voie aérienne et la voie osseuse, donc l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille moyenne donc avec le tympan, l'oreille interne avec le nerf auditif, donc la cochlée et le vestibule. Et en travaillant sur l'oreille moyenne, il se trouve qu'il y a une branche du nerf vague qui est adossée au tympan. Donc en stimulant le tympan, puisque c'est une stimulation
au niveau du muscle de l'étrier, de muscle de l'étrier et du muscle de marteau, en stimulant ces deux muscles-là, on va avoir un impact sur le nerf vague. Donc on remet beaucoup de choses en place aussi au niveau corporel. Au niveau corporel et au niveau de l'attachement, parce que le nerf vague, il y a eu des études faites pour montrer qu'il était aussi très interactif dans la relation du bébé avec son parent et que le nerf vague pouvait se développer ou s'amoindrir selon comment l'enfant était porté. Tout à fait, tout à fait. Hein, et puis bon, le nerf vague, c'est aussi c'est l'intestin, c'est aussi toutes les bactéries. On découvre que on dit que c'est le deuxième cerveau, mais à partir du moment où un ventre fonctionne bien, le cerveau fonctionne bien. Je crois que vous utilisez aussi des sons de dauphins. Oui. Alors ça, c'était une découverte que j'ai faite, qui n'était pas au départ dans la méthode Tomatis. Il se trouve qu'un jour, j'ai eu un congrès sur les cétacés et les baleines, et j'ai eu l'occasion de rencontrer une jeune femme qui travaillait beaucoup avec les enfants autistes, qui était en Australie. Et je suis allée la voir et je lui ai dit que je travaillais avec la méthode Tomatis, et je lui ai demandé par rapport aux dauphins ce qui était intéressant pour elle. Et elle m'a juste dit que Tomatis, travaillant avec Mozart et elle travaillant avec les dauphins, en fait, on avait exactement le même impact au niveau cérébral, au niveau des ondes cérébrales. Donc à partir de là, j'ai commencé à utiliser les dauphins. Et effectivement, les enfants adorent, parce que ça leur fait un petit break entre l'heure de voix maternelle, on fait une demi-heure après de dauphin, et puis de nouveau une heure de voix maternelle, et ils adorent ça. Mais c'est intéressant parce que la voix maternelle, les dauphins sont pas toujours perçus très bien. Je les utilise aussi avec les mamans, et en fonction du vécu des parents, soit c'est une banque qui est agréable, soit c'est une banque qui est désagréable. Donc ça permet aussi aux mamans qui sont sous casque, comme au papa, de pouvoir régler des choses à leur niveau. Donc je rebondis sur la question du père. Vous n'avez jamais fait d'enregistrement avec la voix paternelle? Alors je ne fais pas d'enregistrement avec la voix paternelle parce qu'en fait c'est la maman qui est en premier, qui impacte évidemment le bébé, mais par contre le papa a un autre travail. Le papa, donc, comme je le disais tout à l'heure, il est responsable du langage, de la confiance en soi, il est aussi responsable de la loi, du cadre, et donc la méthode permet de vraiment remettre chacun à sa place. Hein. La maman, elle est là pour donner l'affectif, elle est là pour donner le sein, et le père va émanciper l'enfant. Hein. Et donc on a vraiment besoin de ces deux rôles distincts pour aider l'enfant à grandir. Donc on va intégrer le papa, non pas en utilisant une voix, en utilisant sa voix, mais en lui demandant, donc il vient faire un test d'écoute aussi, et puis il fait une programmation avec son enfant, et donc soit il vient faire des jeux avec son enfant quand l'enfant est sous casque, soit il me fait une liste des activités qu'il a envie de partager avec l'enfant, et après ils font des choses en dehors des séances ensemble. Mais très souvent, ça permet au père et à l'enfant de se mettre de nouveau en phase et de pouvoir faire des choses seuls. Ils ont vraiment une consigne de faire des choses tous les deux, sans la fratrie, sans la maman, et de se retrouver tous les deux, et de partager un moment qui ne soit pas un moment où on parle d'école, ni de notes, qui soit vraiment une activité plaisir, un plaisir à partager tous les deux. C'est pourquoi je crois au début vous demandez de dessiner un arbre pour le maternel, pour le paternel. Oui, hein, c'est ça. Donc en fait, dans le bilan préalable qui dure quand même 2 heures, on demande effectivement à l'enfant de dessiner 3 arbres. Un premier qui va être en lien avec l'oreille droite sur le test d'écoute et qui sera aussi en lien avec le père, la relation qu'il a au père. Un deuxième arbre qui va être en lien avec la relation à la mère. Et un troisième arbre qui va être l'arbre du devenir, son arbre en fait vers lequel il tend. Et on va comparer les 3 arbres. Alors normalement, moi je n'en fais dessiner que plus que 3, mais normalement il y en avait 5 à dessiner. Il y en avait un autre où on en dessinait un les yeux fermés pour voir un petit peu l'intégration des schémas corporels, et un autre avec l'autre main que la main dominante. Voilà. Donc ça, quelquefois je fais ces tests-là quand j'ai un enfant qui a des problèmes neurologiques ou des choses comme ça. Ça m'arrive. Alors c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup Violaine pour avoir répondu à mes questions aujourd'hui. J'avais envie de vous demander, c'est quoi pour vous bien entendre? C'est le plaisir de la communication, c'est être dans la vie, c'est le partage. Je crois que c'est déjà pas mal. Ouais. Merci beaucoup Violaine. Merci beaucoup David. Merci. De m'avoir invité à transmettre cette passion.